revient sur la période, on va dire, je crois que c'était 2017, quand les Anglais, Tony Bloom et Alex Musion ont débarqué à l'Union. Je peux imaginer, pour les supporters qui ont tout connu avant, quel était un peu, le sentiment, déjà ton sentiment à toi, est-ce que tu partais avec plutôt un esprit en te disant, voilà, optimiste, confiant, en se disant, voilà, ça va nous apporter les moyens nécessaires à faire évoluer le club, ou il y avait plutôt une crainte justement de perte d'identité Pour moi, la question de la perte d'identité ne s'est jamais vraiment posée, tu vois ce que je veux dire. Ce qui se posait comme question, c'était au départ, c'était sur le sérieux de l'entreprise, du projet. Il ne faut jamais oublier que quelques années auparavant, on avait eu des Italiens qui étaient venus, une société qui s'appelait la 009, et qui avait racheté, pas la totalité, mais je crois que c'était 80% des parts de l'Union, et il restait des parts minoritaires, notamment à la commune, et puis à des disons, on va dire comme ça, des actionnaires minoritaires, on va dire. Mais ils étaient quand même en majorité. Et voilà. Et normalement, ils étaient supposés venir développer un projet professionnel. On était en 3e division. Nous étions en 3e division. Et donc, déjà, les gars qui arrivent en 3e division, et eux, si tu veux, ils avaient beaucoup, comment dirais-je, ils étaient très, dans les paroles, ils étaient très confiants, très, comment dirais-je, rassurants, et en disant, voilà, ils avaient un slogan, c'était le droit d'y croire pour nous, le devoir de le faire pour eux. C'était leur slogan de campagne pour la première année, pour les abonnements, la première saison. Et donc, un beau projet, quoi. Mais le problème, c'est que, oui, et en fait, leur modèle à eux était un modèle qui était plus un modèle de, comment dirais-je, de faire du business en transférant des joueurs. Tu vois, en 3e division, je veux dire, donc prendre des joueurs d'Afrique ou d'ailleurs, ou même d'Italie, peu connus, etc., de les amener, et puis de les faire jouer à l'Union, mais comme club de passage. C'est ça, en transit en fait. Mais le problème, c'est que tout ça s'est effondré très rapidement, parce que, je veux dire, il n'y avait pas réellement derrière un vrai savoir-faire professionnel. Il n'y avait pas l'argent nécessaire, en tout cas. Et les joueurs qu'ils ont amenés étaient tout à fait... c'était vraiment... Tu vois, tu te demandais pourquoi ils étaient là, quoi, tu vois. La plupart du temps, c'était vraiment... Ils n'apportaient rien, en fait. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est ce trafic qu'il y a, tu vois. Et donc là, ça a été une douche froide, parce que non seulement on a failli descendre en 4e division, mais aussi le club était de très mauvaises eaux financières. Et donc c'est là où, grâce à l'activité de notre ancien président, donc Alain Van den Bort, qui connaissait un investisseur allemand, Jürgen Bach, qui est après devenu aussi président, et en fait Alain, qui était supporter, a amené Jürgen à l'Union, d'abord comme sponsor, et puis l'a convaincu à racheter les parts de la 009 comme un investissement qui allait être un investissement productif, tu vois. Et Jürgen s'est pris au jeu, parce qu'il est venu évidemment au Parc du Den, il a vu l'ambiance, l'atmosphère, ça lui a plu. Et grâce à lui, je dirais en tout cas, le club a connu, si tu veux, une période de stabilisation financière, de remise en ordre des comptes, parce qu'il a injecté de l'argent, et il y a eu un semi-professionnalisme. Avant, c'était vraiment l'amateurisme. Il y a un semi-professionnalisme qui s'est mis en route. Mais ce n'était pas vécu comme des étrangers, parce que Jürgen, comme moi je suis un Italien de Belgique, lui c'est un Allemand de Belgique, donc c'était pas vécu comme un investissement de l'extérieur, c'était vécu comme quelque chose de l'intérieur. Et ça s'est relativement bien passé, puisque grâce à lui, on est quand même monté en 2e division, puis en D1B.
Et là, il y a eu le double effet, c'est-à-dire l'effet de Jürgen par rapport à l'argent, aux finances, qui ont permis la stabilisation et la remise en ordre des comptes de l'Union. Et d'autre part, il y a eu le fait que la commune, et notamment sous, je dirais, l'action décisive du bourgmestre de l'époque, qui était aussi un ancien président de l'Union, président de l'honneur de l'Union, président d'honneur de l'Union aujourd'hui, donc Charles Piquet, qui a fait passer au collège communal de Saint-Gilles je dirais, la remise en état du Duden pour le mettre en tout cas aux normes de la D1 belge. Donc du football professionnel, pas seulement la D1, même la D1B, donc deuxième et première division. Et ça, ces deux choses conjuguées ont permis à la fois le saut en D1B, mais là où, après, si tu veux, le stake, la barre, comme pour un sauteur en hauteur, était trop haute, après, pour passer en D1, tu vois, parce qu'il faut des moyens, et il faut passer du semi-professionnalisme au professionnalisme. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé, que Jürgen a trouvé, disons les acheteurs anglais. Hein. Et il l'a fait aussi parce que cette licence-là, il fallait la licence, on l'a eu grâce à feu M. Wemals, Auguste Wemals, dont je reparlerai peut-être à un moment à la fin, parce que c'est une figure importante qui vient de décéder récemment, qui quelqu'un d'important par rapport à l'histoire du club, et donc qui a effectivement est arrivé comme actionnaire de minorité, hein, mais quand je dis actionnaire de minorité, il a quand même mis 1 million ou plus sur la table pour permettre à l'Union d'avoir la licence. Donc son action était, si tu vas compléter l'action des deux autres, elle était décisive, ça a permis d'avoir la licence, avec la licence, la D1B, ça a permis aux Anglais d'arriver en D1B. Voilà. Et quand ils sont arrivés, évidemment, le premier souvenir, c'est ce que s'était passé juste quelques années auparavant, 4-5 ans auparavant avec les Italiens. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce cas de figure-là? Est-ce que c'est ce modèle-là? Mais très vite, on a compris que c'était un autre modèle. C'était un autre monde. Hein. Non seulement parce qu'il y avait des deux, en fait, on ne connaissait pas bien Alex, hein, les supporters ont appris à le connaître par la suite, mais évidemment tout le monde connaissait de nom, en tout cas Tony Bloom, ce qu'il avait réussi à Brighton, son club de cœur, entre parenthèses, hein, voilà, dont il était supporter, son grand-père l'amenait à Brighton voir les matchs, hein, donc quand il était enfant, voilà une autre histoire de filiation, et donc on s'est dit, il y a quand même là quelqu'un qui vit le foot, qui connaît le foot, c'est pas juste du business. C'est pas que financier. C'est pas juste un fonds d'investissement de Singapour ou je sais pas où, des Émirats ou voilà. Il y a aussi la passion. C'est pas un oligarque russe qui doit blanchir de l'argent. Il y a quelque chose derrière. Et il y a un mode de travail. Et il y a un mode de travail qu'on a vu directement. Et moi, la première chose qui m'a rassuré vraiment c'est et ce qui à l'époque a fait réagir beaucoup certains supporters, c'est quand ils ont décidé d'investir au centre d'entraînement à Lire, et donc d'amener l'équipe première s'entraîner à Lire, donc plus à Bruxelles. Hein. Et pour moi, ça c'était le signe, au contraire, c'était le signe du professionnalisme. Parce que, il fallait investir de l'argent pour un centre d'entraînement adéquat pour du professionnalisme, alors qu'on s'entraînait dans des conditions que même en provincial tu n'as pas à l'Union, même en D1B, en provincial, il n'y a pas ces conditions-là, ok, d'accord. C'était inimaginable. Bon, c'est une organisation comme ça, c'est des terrains communaux, il n'y avait pas, si tu veux, il n'y avait pas les moyens, mais aucun président et aucun membre du comité de l'époque, du conseil d'administration, personne n'est jamais venu en disant la première chose qu'on va faire, on va investir dans des terrains d'entraînement et dans un complexe, si tu veux, où les professionnels peuvent s'entraîner correctement. Tu vois. Ça, pour moi, c'était le signe, tu vois. Alors, je m'en fous qu'il soit à Lire, tant mieux. C'est 40 km de Bruxelles, quoi. Je veux dire, je pense que le centre d'entraînement de Chelsea est à plus de 40 km du stade de Chelsea.
je pense, ou de Tottenham, ou enfin, tu vois, il faut quand même... Donc, c'est pas ça, c'est pas le fait que c'est... Bon, évidemment, c'est à lire, c'est dommage, ils habitent plus vraiment à Bruxelles, pas tous, hein, certains habitent Bruxelles, mais la plupart habitent plutôt là-bas, Anvers, etc., ou dans les environs. C'est logique, c'est des professionnels, on va dire. Mais entre ne pas avoir un terrain d'entraînement professionnel et des structures d'entraînement et les avoir, il y a une grande différence. Et là, quand tu vois que tu fais cet investissement-là, c'est le premier que tu fais, ça, c'est important. Parce que ça veut dire que tu sais la maison que tu vas construire. Et tu commences par la construire à la base. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ils sont intervenus petit à petit, mais ils ont amené du professionnalisme aussi dans la gestion du club. Hein, dans la gestion du club. Dans l'aspect administratif, financier, etc. Alors, ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses beaucoup de gens le savent, se plaignent à l'Union du fonctionnement, du mauvais fonctionnement de certaines choses au club. C'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a grandi très très rapidement avec un nombre exponentiel de supporters, de demandes. Hein, on a des matchs, l'équipe de travail a des matchs, un match tous les 3 jours. C'est vrai pour les joueurs, mais c'est vrai aussi pour tous les employés du club qui doivent toujours préparer le match suivant, même si c'est en déplacement, même si c'est en Europe. Il y a que ce soit la structure de communication, de merchandising, d'organisation, etc. Donc il y a tout un travail derrière qui implique, et malgré tout, le club reste limité en termes financiers. Hein. Et donc, à l'époque, hein, quand j'étais au conseil d'administration, à l'époque, je me souviens que le nombre d'employés que le club avait correspondait, donc je ne sais plus si c'était dans les 35, 40 employés fixes, hein, correspondait juste au nombre d'employés qu'Anderlecht avait en communication, dans le secteur communication, réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, eux avaient ça pour juste ce secteur-là, et ça c'était tout ce qu'il y avait à l'Union, pour tout. Donc, il faut quand même se rendre compte que, évidemment, la demande est énorme. Les gens demandent, évidemment, demandent de l'efficacité, voilà. Et il y a, bien entendu, des erreurs, il y a des choses, et ils apprennent, et les équipes à l'Union apprennent, de saison en saison, ils apprennent aussi à gérer tous ces problèmes, on va dire. Donc, je ne leur jetterai pas la pierre, hein, et souvent, ils sont très dévoués, quoi. Tu vois, donc ils sont très dévoués, mais ils sont débordés. Voilà, il n'y a pas le personnel qu'il faut, et parce que tout simplement le club a aussi des problèmes, si tu veux, parce que souvent on pense que voilà, il y a un milliardaire derrière, il y a un fonds d'investissement, il y a Muzio, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut dépenser ce qu'on veut. Hein. Les finances sont saines, heureusement. On a un surplus au niveau du bilan du club. Hein. Je veux dire, en capital propre, on est en positif. C'est toutes des choses magnifiques par rapport à où on était, par rapport à d'où on vient dans notre histoire. C'est vraiment formidable. Mais en même temps, je veux dire, d'où l'enjeu d'avoir un outil qui soit un outil adapté au football professionnel d'aujourd'hui. C'est-à-dire un stade adapté au football d'aujourd'hui, professionnel. Et ça, c'est indispensable, parce que ça veut dire multiplier par 3 minimum les revenus d'argent. Et ça veut dire que ton budget devient plus conséquent. Ça veut dire que tu peux te permettre, par exemple, au niveau de l'organisation, d'engager un peu plus de monde, donc pour répondre aux besoins. Tu auras plus de monde au stade. Si tu as un stade de 16-17 000 places, tu auras le double de monde, donc tu auras un peu plus de monde à gérer. C'est à peu près le monde qu'on a à gérer quand on allait à Anderlecht, au Parc Astrid, pour les matchs européens. On était à peu près 16-17. Comme on a été là maintenant au Ezel, on était 16-17. Donc tu vois, tu as à peu près, c'est ça là, le range unioniste. Mais il faut du monde pour, évidemment, donc il faut des moyens, il faut des budgets, et puis surtout au niveau sportif, il ne faut jamais oublier, ça te permet de garder parfois 1 an de plus, une saison en plus, certains joueurs. Tandis que là, dès qu'ils sont bons et qu'ils sont bankable, qui peuvent être
revendu à un très bon prix, mais le club ne peut pas hésiter. Tu ne sais pas ce qui va se passer avec Boniface l'année d'après, tu ne sais pas ce qui pouvait se passer avec Ounda, tu ne sais pas ce qui pouvait se passer avec Theumin, etc. Ou Amoura. C'est-à-dire, quand tu as une offre, et une bonne offre, tu la prends, parce que tes finances ne te permettent pas de la refuser. Mais ça veut dire que chaque année, tu es obligé de recommencer. Et il y a des années où ça marche tout de suite, et il y a des années où ça marche. Et bien cette année, où ça met du temps. Ça met du temps. Ça met du temps. Ok, ça met du temps. Et tu cumules ça avec un entraîneur sans expérience, évidemment. Tu additionnes de choses qui font que tu as un début de saison qui est très difficile, qui est difficile, on va dire. Bon, maintenant, on peut espérer que le déclic s'est produit avec le match contre... D'abord, la prestation contre la Roma solide quand même, et le match contre Genk. Que ce soit quelque chose qui soit vraiment un déclic, un démarrage dans la saison. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être étonné. Je dis, il faut quand même se rendre compte de quel budget on parle, d'où on est, de qui. Enfin, je veux dire, on a quand même vendu de nouveau nos meilleurs joueurs. Et l'année d'avant aussi, avec un nouveau stade, avec un outil adapté au football professionnel. C'est pas dans les caisses de Blum et de Mutsu que l'argent va aller. C'est dans les caisses du club, c'est-à-dire c'est dans les moyens que le club aura de pouvoir conserver certains joueurs, prolonger peut-être certains joueurs avec des contrats. Alors ils ne vont pas changer de méthode de travail, les Anglais, ils ne vont pas, tout à coup, aller comme certains clubs en Belgique, gros contrat pendant 5 ans, très cher, etc. Et puis tu ne sais plus les payer, et tu ne sais plus te débarrasser des joueurs. Ça, ils ne vont jamais faire cette erreur-là, tu vois. Mais ils peuvent, à certains moments, décider que tel joueur, on le prolonge. Et qu'on augmente un tout petit peu les salaires de certains, tu vois. Et surtout qu'on conserve les joueurs. Si un joueur a 4 ans de contrat, tu ne le vends pas après 1 an, tu le vends après 2 ans peut-être. Et l'année d'après, tu gardes la même structure, tu ajoutes quelques joueurs, mais tu deviens encore plus compétitif. C'est un peu ça l'idée. Tu vois. La méthode ne va pas changer. Leur méthode, leur analyse de data, leur manière de fonctionner, d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas connus, qui ne sont pas, qui sont pas sur les radars des grands clubs, mais qui sont des joueurs qui peuvent être intéressants, et d'essayer de... Après, quand tu vois, je sais pas moi, Mitoma, Boniface, Mitoma c'était grâce à... Breton, mais je veux dire... Undav, Puertas, je veux dire, des joueurs comme ça, tu te rends compte quand même que c'est un... Mais Mamoura, après, il joue dans, je dirais, entre guillemets, normalement dans les ligues plus élevées que la nôtre, on va dire, dans des championnats plus huppés en tout cas, et qui s'affirment en Europe, tu les vois jouer, etc., en équipe nationale. David a quand même joue pour la Mannschaft. C'est quand même, je veux dire, il y a quand même des trajectoires qui sont quand même étonnantes, on va dire, et donc je pense que leur méthode de travail est une méthode qui est encore très, très juste. La seule chose, c'est que parfois ils ont le petit bras, on va dire, et que par exemple au mercato d'hiver, rarement ils font des investissements, et que le noyau, si tu veux, de l'Union reste, même cette année, mais les années précédentes c'était la même chose, mais reste très, très étroit. Un peu restreint, très court, et puis si tu as une ou deux blessures, on a eu ça avec la défense l'année passée, Borges blessé, McAllister suspendu, tu as directement ta défense qui est désorganisée. Donc en fait, et ça aussi, c'est parce qu'il y a quand même une attention qui est portée sur l'effet budgétaire. Donc on ne va pas engager pour engager, tu vois. Donc il y a une gestion qui est très... malgré tout, ça leur donne raison, parce que quand on voit les résultats au niveau financier, ils gagnent de l'argent, c'est positif. Avec des résultats sportifs, ces 3 dernières années, on est quand même 3 fois sur le podium. Bon, on loupe un titre, mais on en gagne un. C'est la coupe, mais c'est quand même un titre. Et pour nous, Unionis, c'est quelque chose qui signifie beaucoup, évidemment. Et pour eux aussi, c'est une récompense pour le travail qui a été fait, quand même, pendant 3 saisons, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a derrière, il y a quand même une gestion, à la fois sportive et économique, qui est à souligner. Même si, après, on peut être critique à certains moments. Je peux être critique sur, comme je dis, le noyau trop court, sur le fait
parfois l'hiver d'être petit bras, de ne pas investir dans des joueurs parce que tu es en tête du championnat et tu dis je vais avoir les playoffs et que si j'investis peut-être que voilà, je vais pouvoir tuer le championnat comme ça. Et puis après tu as les contre-coups, une année c'était Van Zer qui prend une carte rouge, il y a 8 journées de suspension et tac, tu vois, et puis il revient jamais. Quand il revient, il est plus dans le coup. Il est plus dans le coup parce qu'il est plus dans le rythme. Et c'est fini. Et c'est fini quoi. Et là aussi, tu étais en tête. Donc il y a toujours il y a un peu ça, tu vois. Mais en même temps, c'est le revers de la médaille. Évidemment, on se plaint de ça, mais c'est le revers de la médaille. Le bon côté de la médaille, c'est que, tu as quand même un club qui est en positif, d'où tu viens, qui a été reconstruit avec du public, avec des médias qui s'intéressent à l'Union, avec des sponsors qui s'intéressent, avec une image de marque qui va avec. Donc, sincèrement, je trouve ça plutôt bien, quoi. Le bilan est très positif et honnêtement, je pense qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir un bilan pareil. Donc, oui, disons que si par bonheur on devait arriver au titre de champion, ça ce serait évidemment l'accomplissement total, quoi, évidemment. Et bon, ça c'est une autre histoire. Ça va être quand même très compliqué cette saison. Ça va être compliqué en effet. Je voulais évoquer un moment Auguste Wemals. Bon, j'en ai parlé tantôt en disant que c'était quelqu'un qui, à un moment donné, était sponsor du club. Et puis, quand il a fallu, il est intervenu en mettant de l'argent dans le capital du club aussi pour qu'on ait cette licence. Donc, ce qui n'est pas anodin. Personne très généreuse, très, comment dirais-je, immédiate, spontanée. Il a fait ça de cœur parce qu'il est unioniste depuis qu'il était tout petit, donc il est totalement, si tu veux, une belle personne, et surtout il a initié avec sa femme Elisabeth, ils ont initié l'association dont je fais partie, Paris pour, qui est vraiment très emblématique de ce qu'est l'unionisme chez les supporters, puisque c'est quelque chose qui rassemble des supporters qui viennent de différents clubs, de supporters, des anciens joueurs, des anciens dirigeants, tu vois, des journalistes unionistes. C'est-à-dire que, et ça rassemble beaucoup, et c'est vraiment sur la solidarité entre supporters, par les supporters, pour les supporters. Et on organise comme ça périodiquement des événements, donc des soirées, soit des barbecues, soit des soirées gastronomiques un peu plus chères. Mais c'est toujours dans l'idée de récolter des fonds. Et on a quand même déjà aidé à 3 reprises les supporters la saison passée, sur l'année. Et donc, et on est toujours, les supporters doivent savoir que ça existe et que quand on fait des actions, qu'ils nous aident, parce que cet argent-là, après, il est dépensé pour venir en aide à des gens qui sont vraiment dans le besoin, et des supporters qui sont vraiment dans le besoin, quoi. Et ça, c'est une très belle initiative qui, à mon avis, traduit vraiment très très bien l'unionisme, ce que nous sommes, comment nous vivons les choses, etc., quoi. Et une autre personne que j'aimerais évoquer, il y a souvent des joueurs qui sont des joueurs phares, tu vois, des joueurs vedettes, des légendes, il y en a plein dans l'histoire du club. Dans les livres, on en a chanté plusieurs, de Van Eyck à Paul Van Den Berg, en passant par Dirix, etc., Janssen, etc. Les plus récents, même s'ils n'ont pas joué en D1, comme Danny Host, et puis Henuzet, et puis Isaac, Kums et compagnie, Tosh, et j'en passe. Et donc jusqu'à Ignazio et les plus récents, les frères Kabek, même s'ils sont de l'autre côté du canal, quoi, mais c'est quand même, Anthony c'est quand même notre ancien capitaine et il est toujours le bienvenu chez nous. Et donc évidemment il y a Sotje Van Den Berg, les noms viennent comme ça, Papart, le mythique capitaine de l'Union 60, il y a une foule de personnages qui ont marqué l'histoire, de joueurs vraiment importants aussi. Certains ont joué en équipe nationale d'ailleurs, ont eu des caps, etc. Bon, à l'époque. Voilà, et puis il y a des gens qui ont joué dans les périodes moins fastes de l'Union, mais qui ont été très représentatifs du club, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment Henri Petersen qui vient
encore souvent au stade, les feux, Schrappen, Verleisen, qui sont déjà décédés, enfin voilà, il y en a plein. Mais il y a une personne, à mon avis, qui, sans être un grand joueur, c'était quand même un joueur important dans le club, c'est une personnalité du club, tu vois, et qui à mon avis, traduit bien si tu veux, le siècle unioniste. Le siècle court dans son cas, mais le siècle unioniste. Et c'est Franz Wörskuren. Parce que c'est une figure peu connue. Alors quand on pense Wörskuren, évidemment, on pense à la brasserie, au parvis, et à raison, parce que c'est un haut lieu de l'unionisme, et que déjà, sa famille avait cette brasserie, et à la fin du 19e, et déjà les Wörskuren étaient impliqués dès le départ, dès le début du XXe siècle, dans la vie associative du club, dans le comité même du club. Donc ils étaient très très impliqués, directement. Okay. Et lui, voilà, depuis tout jeune, il joue dans les classes d'âge, évidemment, à l'Union. Et puis, avant la guerre, juste au moment de la guerre, donc il débute à l'Union, maintenant de mémoire, 40, 41, il est dans les juniors, enfin dans les classes d'âge avant, et puis il a l'occasion de débuter en équipe première. Donc en fait il arrive en équipe première à la fin des années 30, c'est ça, début des années 40, et donc jeune enfant, il connaît l'Union 60, il les voit jouer, c'est ces mythes, hein. C'est les joueurs qui l'inspirent, puis il est de famille unioniste. Parce que bon, les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, et puis ceux qui viennent à l'Union maintenant, ou qui sont sympathisants de l'Union, qui passent sur le parvis, Brasserie Wörskuren, c'est joli et tout, il associe un peu à Saint-Gilles, tu vois, mais c'est un lieu important dans l'histoire du club. C'est des gens qui ont vraiment contribué je dirais, à l'histoire de l'Union Saint-Gilloise. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il joue, et puis il devient même capitaine de l'équipe après-guerre, donc il joue pendant pas mal d'années, et sans être un joueur qui va exceptionnel, mais c'est un très bon joueur de première division, et en fait, après, il s'investit beaucoup dans l'école des jeunes, dans la formation, il devient même vice-président, etc. Et il connaît vraiment le déclin de l'Union par la suite. Et c'est quelqu'un qui, dans les dernières années de sa vie, allait regarder, venait au match évidemment, mais souvent en semaine, il se faisait accompagner par sa femme et il venait au clubhouse de l'Union. Clubhouse, il n'y avait que quelques personnes, et il s'asseyait dans un coin, tu vois, il buvait sa bière, tranquillement. Et je m'imaginais tous les souvenirs qu'il devait avoir de ce clubhouse, de ce stade, de ce qu'il avait vécu, même enfant, avant la guerre, donc dans les années 30, 20, 30, la grande union, les grands joueurs, les vestiaires, les matchs qu'il a connus en D1 et tout ça. Et Franz était quelqu'un de très accessible, mais évidemment, il y avait peu de gens à l'époque, voilà, on discutait, et il discutait de ça, il racontait des anecdotes du passé, et il représentait bien ça, et il était de ceux qui se demandaient je ne reverrai plus l'Union en D1. Donc lui avait joué avec l'Union en D1. Et donc, il représente bien toute cette génération, pendant des années, des décennies, de gens que nous avons connus, nous avons aimés, qui étaient parfois des gens de notre famille, qui sont disparus en attendant le retour de l'Union en D1. En espérant ce retour, quand on était en D3, vraiment c'était un mirage dans le désert. Et Franz, vraiment, c'est la trajectoire, si tu veux, d'un unioniste du siècle passé, du siècle, enfin jusqu'à ce siècle-ci. Donc c'est une trajectoire, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a grandi, et puis qui a joué à l'Union, qui a rempli son rêve comme joueur, évidemment, qui est arrivé, puis qui a continué à être impliqué dans la vie du club, comme jadis son père, son grand-père, enfin les Wörskuren depuis toujours, et qui s'est battu pour ça, donc tout en voyant
si tu veux, en vivant année après année le déclin du club. Hein. Donc c'est quand même très particulier. Et l'autre chose qui est très importante à rappeler de Franz, et qui est aussi très unioniste et qui est un marqueur de l'unionisme, c'est que Franz, c'est un grand résistant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait partie de la résistance, c'est un grand résistant. C'est pas le seul à l'Union à avoir fait partie du réseau de résistance. À l'Union, je parle de dirigeants, hein, ou de joueurs, ou d'employés, enfin du club. Mais c'était quelqu'un qui était très actif et très important dans la résistance. Et ça, évidemment, ça ajoute à la personnalité. Mais c'est quelqu'un qui n'en faisait pas quelque chose... Enfin, il ne l'étalait pas, ouais. Tu vois. Il fallait aller creuser, parler avec lui, parce que c'était pas quelque chose... tu vois, c'est pas quelqu'un qui allait claironner ça, qui faisait un étalage de ça, mais c'est quelqu'un de très, très direct, très vrai, et très... Et c'était très, très chouette, parce que finalement, j'ai eu la chance de le connaître, et que c'était quand même quelqu'un qui pouvait raconter, pas seulement parce qu'il avait vécu, mais aussi pouvait raconter parce que de son père, de son grand-père, il pouvait traduire ce qu'était l'esprit de l'unionisme dès les débuts, tu vois. Et quelque part, à travers lui, hein, grande figure antifasciste, grand résistant, il y a aussi un lien, tu vois, il y a une continuité jusqu'à nos jours qui se perpétue. Voilà, donc... et puis bon, oui, c'est ça, il y a cette figure-là, cet aspect-là, encore plus que l'aspect sportif, mais dans l'aspect sportif aussi, évidemment. Et puis, le fait qu'à travers lui, il y a aussi l'hommage, hein, à toutes ces personnes tous ces supporters, qui pendant des années ont attendu un réveil unioniste et qui n'ont pas eu l'occasion de le vivre. C'est ça. Et donc, je dirais aux plus jeunes, vous ne savez pas la chance que vous avez quand même, parce que moi j'ai... parce que bon... et donc, de vivre maintenant des moments, des déplacements en Europe, et des matchs au sommet, en play-off pour le titre, même si après on les perd, mais bon, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est des atmosphères, c'est une intensité que la famille, le peuple unioniste attendait depuis longtemps. Et donc, et l'apothéose, ça a été, c'était en juin, c'est ça passé, ou en mai, enfin, non, je ne me souviens plus la date, désolé. La coupe. Oui. La finale de la coupe. Oui. Oui. Quand même, ce moment d'apothéose et de ferveur, avec quand même 20 000 unionistes, et c'était vraiment une ambiance incroyable. Et là, tout à coup, je me dis, ok, tu vois, l'Union a vraiment... Je n'ai plus de soucis par rapport au fait qu'on continue. Ouais. Tu vois, que ça continue. Oui, donc tu es confiant pour l'avenir. Pour l'avenir, je suis confiant, même si, dans le projet professionnel, il faut bien dire que le projet professionnel, je suis confiant par rapport à l'unionisme, mais le projet professionnel, sans un outil adapté, il va certainement... il ne peut pas se développer. Ouais. Ça, il faut être clair. Sans un outil adapté, il ne peut pas se développer. Et ça, c'est parce que les règles actuelles du football et les conditions, etc., font que ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est-à-dire que chaque année, tu dois penser que je dois remplacer 3-4 joueurs, et je dois trouver chaque fois 3-4 joueurs qui sont top, tout de suite. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Parce que je ne peux pas dépenser 20 millions parce que si je peux dépenser 20 millions pour acheter un joueur, alors à ce moment-là, je garde celui que j'ai. Hein. Je veux dire, je lui renouvelle son contrat. Donc, je veux dire, c'est pas ça. C'est que tu es obligé chaque fois de trouver des joueurs, de jeunes souvent, des promesses, hein, des défis, des paris. Et tu dois toujours parier sportivement. Mmh. Et ça, c'est quand même très compliqué. Très, très compliqué, quoi. Et ça demande, évidemment... et donc, le projet, pour moi... Vraiment, le projet professionnel, s'il veut se développer... C'est le stade. Oui, ouais. Ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable. C'est un élément indispensable. Après, l'unionisme en tant que tel, je trouve que, voilà, je suis confiant. Et je suis confiant aussi sur le fait que
les nouveaux supporters, ceux qui arrivent à l'Union, etc., viennent aussi parce qu'il y a cette ambiance, qu'il y a cette identité, qu'il y a cette manière de vivre le football qui nous est propre, voilà, et qui, voilà, si tu aimes, tu viens, si tu n'aimes pas, tu vas pas, tu vas ailleurs. Il y a d'autres manières de vivre le foot qui sont tout aussi, je dirais, justes, honorables, respectables, voilà. Mais à l'Union, c'est comme ça, quoi, en tout cas. Et on est, tu le sais très bien, hein, puisque tu es aussi supporter, voilà, on est content d'accueillir les gens de cette manière-là, hein, avec cette attention-là, vis-à-vis d'eux, quoi.